Suite à l'enchaînement des flops chez Disney, le PDG de Disney, Bob Iger, a tenu à confirmer devant les actionnaires qu'il y aurait beaucoup moins d'argent alloué pour les prochaines productions, mais qu'il y aurait aussi bien moins de productions. On voit ça ensemble. Ouvrir une chaîne YouTube, pour certains, c'est le rêve d'une vie. Mais les catastrophes, le réchauffement climatique, les Wistiti qui viennent chatouiller les pieds de Jack la nuit, ton brindibou qui a franchement foiré sa dernière arène, ou les slips sales, et c'est la catastrophe, c'est la débandade. Et pour remédier à tout ça, il y a quoi? Bah, il y a pas grand chose. Hein. Par contre, on peut passer un bon petit moment ensemble, ici sur la vidéo Petit Café les copains. Je pars en couille dès le début de la vidéo. Ouais, mais j'ai une excuse, j'ai une raison. Je suis charrette. En ce moment, j'ai plein de taf partout, donc ici, c'est ma petite bulle d'oxygène que je partage avec vous, justement, hein, dans laquelle je peux me lâcher un petit peu, autour, justement, de la pop culture. Et ici, des déclarations de l'ami, Bob Iger pour les intimes, ou Bob Iger, hein, ça dépend, évidemment. Ici, c'est fort intéressant, parce qu'en plus, donc, un Bob, il s'adresse, ouais, je l'appelle comme ça maintenant, lui et moi, de toute façon, on se nomme comme ça. Moi, je l'appelle Bob, et lui, il m'appelle Monsieur, mais c'est normal, ça. C'est intéressant parce qu'il s'adresse aux investisseurs, l'ami Bobby, et il confirme certaines analyses qu'on avait pu faire justement ensemble dans les précédentes vidéos, lorsqu'on échangeait, lorsqu'on partageait, puisque c'est le but de la chaîne tout de même. Et en plus, alors, il y a toujours cette sournoiserie, cet enfumage, quelques confettis comme ça qui se balancent ici et là, parce qu'il aime bien se féliciter. Le Bob aime se féliciter. Hein, on l'avait déjà vu avec Bob Chapek, puisque un Bob peut en cacher un autre. Pas le Bob, hein, évidemment, ça c'est plutôt esthétique, mais le Bob, en tout cas, peut en cacher un autre, ils aiment bien se féliciter. Et surtout Bob Iger, il aime bien ça. Mais on va voir que justement, dans sa façon de s'exprimer ici, c'est fort intéressant, parce que comme il s'adresse aux investisseurs, il peut pas complètement leur mettre, tu vois, il essaye de temps en temps, mais ils ont les chiffres, donc à un moment donné, il faut faire attention tout de même. Donc c'est fort intéressant, il valide donc certaines analyses qu'on avait pu faire ensemble, certaines hypothèses aussi que j'avais émises dans, comment je pourrais dire, dans une certaine philosophie qu'il a actuellement de la société. Enfin, vous allez comprendre de toute façon quand on va lire l'article. Et donc, forcément, tout cela est fort intéressant. Et donc, on nous dit, le PDG de Disney, Bob Iger, déclare que la société s'efforce d'améliorer la qualité de ses films en réduisant à la fois le nombre de titres que nous sortons et le coût par titre. Donc, hein, là, il confirme, il vient confirmer ce qu'il avait déjà commencé comment je pourrais dire, à dire dans certaines autres déclarations, mais ici le confirme face aux investisseurs. Il y aura évidemment beaucoup moins d'argent alloué aux prochaines productions, et il y aura aussi, surtout, beaucoup moins de productions. Dans le prolongement du plan précédemment annoncé par la société pour Marvel Studios, le PDG de Disney, Bob Iger, a confirmé que l'ensemble de la maison aux grandes oreilles tenterait d'améliorer la qualité de sa production en réduisant à la fois le nombre de titres que nous sortons et les coûts individuels. Iger a fourni cet aperçu comme la dernière tentative de Disney de redresser son box-office en perdition lors de l'appel aux résultats du troisième trimestre 2023 de la société le 9 août. Alors on avait vu ensemble ces fameux chiffres du troisième trimestre dans une précédente vidéo, mais une fois de plus, je réitère ici, parce que je sais qu'il passe souvent sur les vidéos, tout le temps d'ailleurs, hein, Bob, t'inquiète pas Bob, ça va aller, il y a Blanche-Neige et les 7 flibustiers des mers du Sud, qui normalement, ou les 7, on sait toujours pas d'ailleurs, balance une bouteille à la mer, dis-nous un petit peu ce qu'il en est autour de cette production, mais ça va aller, hein, et qui devrait sortir, et tu vas te refaire une cerise là-dessus, ça va fonctionner du feu éternel. J'ai presque envie de dire, ah mais c'est un running gag, celle-ci je vais la faire à chaque fois en fait. Je pense à chaque fois que y aura comme ça des chiffres qui seront énoncés sur ce qui est en train de se passer actuellement chez Disney, tant le film qui s'annonce, Blanche-Neige et les 7 machins, c'est une catastrophe. Prenons le micro après une brève introduction de la vice-présidente principale des relations avec les investisseurs de Disney, Alexia Quadrani. Pourquoi j'ai fait cet accent, j'en sais rien. Le PDG a commencé son mandat en notant comment, au cours des 8 mois qui ont suivi mon retour, nous avons entrepris une transformation sans précédent chez Disney et les bénéfices de ce trimestre reflètent une partie de ce que nous avons
accompli. Donc ici déjà, dès le début, c'est fort intéressant, parce que ce qu'il a entrepris dernièrement, la restructuration, on la connaît, hein. Notamment c'est donc les licenciements à tour de bras, on l'a vu dernièrement avec le studio, non pas de Kuala Lumpur, ouais, ça pourrait, mais non, de Singapour, Lucasfilm qui a été fermé, et les licenciements, en plus il avait choisi une date de fermeture pour le studio qui était quand même assez dégueulasse, hein, faut dire les choses assez clairement, et donc il y avait donc les licenciements à tour de bras, les augmentations de la plateforme de streaming, des tarifs, hein, les augmentations aussi des tarifs des places pour pouvoir rentrer dans les parcs, c'est de cela qu'il est en train de nous parler ici, et donc il nous dit qu'en réalité, les seuls chiffres qui étaient positifs, qui sont sortis de ce fameux troisième trimestre 2023, eh bien sont dus à cette fameuse stratégie économique mise en place dernièrement. C'est-à-dire que ce n'est pas les produits de divertissement de la société de divertissement qui aujourd'hui font vivre la société, pas du tout, c'est bien ces pansements, ces sparadraps qu'il balance sur les hémorragies actuellement qui permettent de sortir quelques chiffres positifs. Hémorragie qu'il a lui-même, d'ailleurs, comment je pourrais dire, initié, provoqué dans l'entreprise. Tout d'abord, l'entreprise a été complètement restructurée, remettant, alors là c'est intéressant, c'est une hypothèse que j'avais sortie dans une précédente vidéo, souvenez-vous, où déjà j'avais relevé le fait qu'à chaque fois qu'il nous parlait de créativité, il nous parlait pas de production, il nous parlait pas des films, ou de, que sais-je d'ailleurs, de quelque chose qui pourrait être en lien avec le divertissement pour le grand public. Non, 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 j'avais remarqué qu'à chaque fois, il nous parlait donc de créativité, d'économie, et après, plus loin dans la discussion, il allait finir par nous parler de production. Et je m'étais dit, tiens, c'est marrant, parce qu'on a l'impression que pour lui, la créativité, le pôle créativité actuellement chez Disney, ne se situe que dans l'économie, dans les stratégies économiques, et il n'y a absolument rien qui est mis en place pour les productions, pour les films, ou les séries. Et effectivement, ici, il le confirme. Puisqu'on nous dit, hein, tout d'abord, donc l'entreprise a été complètement restructurée, remettant la créativité au centre de notre activité, a déclaré Iger. Nous avons apporté d'importants changements de gestion et amélioré l'efficacité pour créer une approche plus rentable, coordonnée et rationalisée de nos opérations. Donc, toute la créativité actuellement mise en place chez Disney se tourne uniquement sur les stratégies économiques. Quand même assez fabuleux. Et jusqu'ici, d'ailleurs, hein, il ne nous a pas parlé de production. Il nous parle que d'économie. Quand même assez édifiant. Nous avons réduit de manière agressive les coûts dans l'ensemble de l'entreprise et nous sommes en passe de dépasser notre objectif initial de 5,5 milliards de dollars d'économie. Mais ça, il les passera de toute façon, je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, il les dépassera sans doute, hein, ces 5,5 milliards, mais là aussi c'est un écran de fumée qui ne sert en réalité que les médias. Parce que ce qui se passe, c'est que vous avez le chiffre global de Disney et vous avez à côté cette fameuse cagnotte, hein, qu'a mis en place quelque part Bob Iger pour schématiser un petit peu le délire, dans laquelle, dès qu'il fait des économies, en fait, il met ses économies dans cette fameuse cagnotte qui grossit, et à la fin, le chiffre, sans doute, qui dépassera effectivement les 5,5 milliards de dollars. Quand on voit toutes les coupes budgétaires qu'il a fait actuellement dans l'entreprise, les milliers de licenciements, etc., effectivement, il devrait y arriver. En revanche, il est malin parce que lorsqu'il faut parler des chiffres trimestriels, il inclut ce chiffre aussi pour dire que l'entreprise va plutôt bien, en tous les cas qu'elle fait des bénéfices, alors qu'on se rend compte qu'en réalité ce ne sont pas des bénéfices sur les produits de divertissement. En revanche, lorsqu'il veut, comment je pourrais dire, parler uniquement de cette cagnotte, il la détache complètement donc du chiffre global en la mettant comme une espèce de cagnotte annexe qu'il serait donc, comme je l'avais dit, pour schématiser, en train de remplir. Mais ça, c'est un écran de fumée qui ne peut servir que pour les médias qui diront « Ah ouais, finalement, regardez, il a fini par réussir, il a même fait 6 ou 7 milliards !» Tu vois, ils diront ça. Mais les investisseurs, eux, ils s'en foutent de tout ça. Eux, par contre, ils détachent pas le délire, ils mettent tout dans un seul chiffre, qu'ils segmentent en plus. Puisque Bob Iger n'aime pas la segmentation des chiffres, parce que la segmentation, c'est expliquer, en fait, hein, là où ça fonctionne et là où ça ne fonctionne pas. Il n'aime pas faire ça, en tous les cas, dans ses déclarations, lorsqu'il s'adresse, lorsqu'il prend le micro et qu'il sait que les caméras ou les micros sont braqués vers lui. Mais les investisseurs, eux, ce travail-là, ils le font. Ils ont des équipes qui le font de toute façon pour eux. Ça, c'est un enfumage qui ne peut servir donc que pour les médias. Et justement, derrière, il nous dit « Je suis satisfait de tout ce que nous avons accompli en si peu de temps, mais je sais aussi que nous avons encore beaucoup à faire. » Là, il s'adresse plus aux médias, il s'adresse aux investisseurs. Là, il est malin, hein.
En utilisant cette mise à jour comme point de départ, le patron de Disney s'est ensuite tourné vers l'état de notre entreprise et le travail de transformation que nous entreprenons encore. Comme je l'ai dit, nos progrès ne seront pas toujours linéaires. Eh ouais, parce qu'en ce moment, les chiffres sont plutôt vers le bas, c'est plutôt une dégringolade. Et là, évidemment, il s'adresse donc aux investisseurs. Il dit, mais malgré les vents contraires à court terme, donc il est bien en train de dire exactement ce que j'étais en train de dire auparavant, c'est que actuellement la société va très mal. Je suis incroyablement confiant dans la trajectoire à long terme de Disney en raison du travail que nous avons accompli, de l'équipe que nous avons mis en place et des fondamentaux de la propriété, des propriétés intellectuelles de Disney. Donc, il est conscient, il dit clairement qu'aujourd'hui la société va très mal, mais il dit aux actionnaires, « Ayez confiance, se croise en moi, la stratégie que j'ai mis en place, les équipes, les pôles économiques, créativité économique que j'ai mis en place, tout cela en fait va faire en sorte que dans les années à venir, la société va finir par bien se porter. » Et alors là, ce qui est quand même assez incroyable, c'est qu'au bout du bout de toute son explication, il nous parle enfin des propriétés intellectuelles de Disney. Au bout de tout ça vient le divertissement. C'est dire à quel point il n'est pas du tout dans cette optique actuellement. Et c'est dire aussi la situation délicate dans laquelle il se trouve. Lorsqu'il s'adresse aux investisseurs, ici c'est quand même assez édifiant, quoi. À l'avenir, je pense que 3 entreprises généreront... Alors là c'est complètement con ce qu'il dit. Enfin, vous allez voir. À l'avenir, je pense que 3 entreprises généreront la plus grande croissance et création de valeur au cours de ces 5 prochaines années, a-t-il affirmé. Ils sont nos studios de cinéma, nos activités dans les parcs et le streaming qui sont inextricablement liés à nos marques et franchises. Oui, mais en fait, non, c'est Disney, quoi. C'est-à-dire que oui, le streaming, les parcs, les cinémas. Ouais, c'est Disney. Inextricablement, machin, en fait, non, t'es en train de nous dire, c'est comme si que t'avais un espèce de vendeur de sabots, tiens, qui pendant une demi-heure expliquait à ses investisseurs que la société allait mal, il nous expliquait les chiffres, les machins de ça, sans jamais nous parler de sabots, et qu'à la fin, il vous disait, ouais, mais vous inquiétez pas, parce que normalement, si on s'appuie bien sur les sabots, ça devrait fonctionner. Oui. Ah ouais, c'est un petit peu le principe de l'entreprise. Qu'est-ce que t'essaies de nous dire ici, Bobby? Qui essaies-tu d'enfumer, une fois de plus? En ce qui concerne les efforts de la société dans le domaine cinématographique, Iger a révélé que dans chacun de leurs différents studios, y compris Pixar, Lucasfilm et les studios Marvel susmentionnés, et dans le mot susmentionné, on avait déjà vu ensemble qu'il y avait le mot « ne me relance pas là-dessus, je n'ai pas l'esprit pervers » mentionné, et oui, évidemment, les différents studios de la société étaient concentrés sur l'amélioration de la qualité de nos films et sur de meilleures économies, non seulement en réduisant le nombre de titres que nous publions, mais aussi le coût par titre, hein. Donc on peut entendre par là, on va se serrer la ceinture, finita la vadrouilla. Et nous maximisons le plein impact de nos titres en adoptant de multiples fenêtres de distribution et notre disposition permettant aux consommateurs d'accéder à leur contenu de plusieurs manières, a-t-il détaillé. Et là, le renard Bobby sort de sa tanière, tu vois. Il entre en jeu. Il nous dit, par exemple, Avatar et la Voix de l'eau, qui est désormais le 3e film le plus rentable de tous les temps, est également en passe de devenir la plus grande sortie vidéo électronique jamais réalisée par Disney au niveau national. Ouais, mais pourquoi tu ne nous parles pas de Peter Pan, de la petite sirène ou du manoir hanté? Pourquoi tu prends Avatar comme exemple? Pourquoi tu ne nous parles pas de cela? Moi, ça m'intéresserait d'avoir ton analyse là-dessus. Hein, savoir ce que t'en penses exactement. D'ailleurs, vous allez voir qu'après, il va dire d'autres choses qui sont évidemment fortes, intéressantes et édifiantes. Et il va essayer aussi une espèce d'analyse, qui est en fait une fausse analyse. Hein. Vous allez voir ça ensemble, qui sera uniquement faite pour donner raison à sa stratégie économique. Mais ici, c'est quand même assez pathétique, parce qu'effectivement, il prend Avatar comme exemple, mais il pourrait prendre La Petite Sirène. Alors, pour ceux qui, dans les presses françaises, liraient que La Petite Sirène est rentable, je l'ai lu, hein, ça, dans plusieurs presses françaises, il y a 2 raisons à cela, s'ils disent cela, c'est où ils s'y connaissent pas du tout, ou alors ils sont malhonnêtes. Parce que le film n'est absolument pas rentable actuellement, et d'ailleurs, même Disney l'a reconnu, ils l'ont reconnu eux-mêmes, hein, puisqu'ils l'ont mis, on l'avait vu dans les précédentes vidéos, dans les derniers flops, dans les derniers gros flops de l'entreprise. Donc hein, La Petite Sirène n'est absolument pas rentable, c'est un gouffre actuellement. Il faut bien s'en rendre compte, hein. Pour les médias qui disent cela, comme je l'ai dit, c'est où ils ne savent pas de quoi ils parlent, ou alors ils sont malhonnêtes. Évidemment. Mais ici, c'est intéressant, vous voyez, puisqu'il prend Avatar comme exemple, il ne prend pas d'autres productions, évidemment. Peter Pan, pourquoi pas. Certains autres titres sont également... Alors là, c'est intéressant, vous allez voir. Vendus dans la fenêtre de téléchargement, a poursuivi Iger. Et en nous concentrant
sur les grandes franchises et les films phares, nous sommes en mesure de susciter l'intérêt pour notre public, bibliothèque existante, pour le public aussi d'ailleurs. Par exemple, nous constatons un énorme engagement sur Disney+, avec les précédents films des Gardiens de la Galaxie, Avatar, et les 4 premiers films Indiana Jones. Hein? Que les anciens films. Une fois de plus, ici, il ne nous parle pas de ces nouvelles productions. Il se rend compte que sur la plateforme de streaming, ce qui fonctionne, c'est les anciens Indiana Jones, les anciens Gardiens de la Galaxie, etc. Pas les nouvelles productions woke. Ça, à aucun moment, il ne les mentionne. Si, tout de même, vous allez voir qu'à la fin de la phrase, il va essayer de noyer une fois de plus le poisson. On commence à le connaître de toute façon, Bobby. Il y a toujours un petit message comme ça à la fin. Il reconnaît à demi-mot que ça va pas. Les dernières productions. Puisqu'il nous dit « La valeur de nos studios de divertissement Disney est la raison pour laquelle il s'agira pour nous d'une activité de croissance clé, s'étend bien au-delà de notre bibliothèque et de nos nouvelles versions. » Ne vous inquiétez pas, de toute façon, nous irons au-delà de ce qui fonctionne actuellement sur notre bibliothèque et de nos nouvelles versions. De quoi? Non. Tu t'as dit que de nos nouvelles quoi? Versions? Tu veux bien nous en parler, Bobby? Bob, veux-tu bien t'asseoir et nous expliquer ce qu'il en est actuellement de ces nouvelles versions? C'est ça qui nous intéresse, parce qu'en fait, les trucs qui ont fonctionné par le passé, on le connaît, on le sait, puisque ça appartient au passé, quelque part. Mais les nouvelles versions, allez, on t'écoute, Bob. Qu'est-ce que c'est, pourquoi? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Vas-y, dis le mot, tu peux le dire. C'est de la bouse woke. Dis-le, vas-y, tu peux le faire. Ouais. Après une brève note indiquant que les parcs et les cruise lines avaient montré une augmentation significative de la fréquentation au cours des derniers mois, donc là, une fois de plus, dans son explication, il nous rejoue le coup du « oui, alors les parcs ont fonctionné du tonnerre dernièrement, c'était extraordinaire ». Et j'avais déjà démystifié cette histoire dans la précédente vidéo en disant « oui, c'est vrai, dans le chiffre qu'il a donné le dernier trimestriel, c'est vrai ». Pourquoi? Parce qu'en fait, l'augmentation des prix qu'il a mis en place, il ne les a mis en place qu'à la fin, justement, du trimestre. Et donc, on pourra constater cette politique, réellement, uniquement dans les prochains trimestres, pour voir ce que ça a rapporté ou non à l'entreprise. Et il le sait, ça aussi. Donc, d'une part, il commence en vantant justement la stabilité des parcs, mais il sait qu'en face de lui, il a les actionnaires, il peut pas dire non plus n'importe quoi, et donc il nous dit mais Iger a finalement affirmé que tout cela s'est produit alors que nous étions encore en train de déterminer les bonnes stratégies en matière de prix, de marketing, de contenu et de marché international spécifique aux investissements. Donc tout cela a fonctionné, oui c'est vrai, mais il le reconnaît, c'était avant, à ce moment-là ils étaient encore en train de discuter des augmentations de prix, etc. C'était avant qu'ils mettent en place cette fameuse stratégie des augmentations de prix, qui fait qu'aujourd'hui les parcs sont de plus en plus désertés. Actuellement en tous les cas, on verra par la suite, mais en tous les cas actuellement c'est cela. Cependant, depuis mon retour, nous avons réorienté l'ensemble de l'entreprise vers des aspects économiques conçus pour générer une rentabilité significative et durable, a déclaré le dirigeant. Nous accordons la priorité à la force de nos marques et de nos franchises. Nous rationalisons le volume de contenu que nous dépensons et les marchés dans lesquels nous investissons. Donc une fois de plus, on est sur le serrage de ceinture, tout simplement. Comme indiqué ci-dessus, la dernière promesse d'Iger de réduire la production de Disney fait écho à sa stratégie précédemment confirmée pour sauver l'univers cinématographique Marvel de sa spirale mortelle actuelle. S'adressant aux investisseurs lors de la conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre 2023, donc là on va revenir sur ses anciennes déclarations, Iger avait affirmé que même si Disney irait de l'avant en cherchant à s'appuyer davantage sur nos franchises principales et nos marques, ces franchises feraient également l'objet d'une série de curations. Nous devons être meilleurs dans la conservation de Disney, Pixar, Marvel et Star Wars, a déclaré Iger aux participants, et bien sûr réduire les coûts de tout ce que nous fabriquons, même si nous sommes extrêmement fiers de ce qui est à l'écran, nous sommes arrivés au point où cela coûte extrêmement cher, nous voulons toute la qualité à l'écran, mais nous devons regarder ce qu'ils nous ont coûté, donc on avait déjà vu évidemment ces déclarations par le passé ensemble. Ici, c'est intéressant parce qu'on nous dit justement qu'il a été interviewé par Faber de CNBC, David Faber, en juillet, et Faber va lui demander, en fait, c'est quoi le problème chez Disney actuellement? Et donc, il va s'essayer à une analyse. Mais en fait, son analyse est complètement biaisée, puisqu'elle va uniquement dans son sens à lui, dans le sens de sa stratégie économique, vous allez voir.
Puisqu'on nous dit ici, donc, Faber demande, y a-t-il un problème chez Disney Animation? La perte de John Lasseter, il y a des années, a-t-elle été un coup dur dont vous n'avez pas pu vous remettre? Bob Iger a répondu, eh bien, tout d'abord, le studio et ses actifs cinématographiques sont numéro 1 au box-office mondial jusqu'à présent. Cela dit, nous sommes extrêmement réalistes et je suis très objectif sur cette affaire. Il y a quelques déceptions. Oui, reconnaît-il. Ah, quand même. Nous aurions aimé que certaines de nos versions les plus récentes fonctionnent mieux. Tu m'étonnes. Ce n'est pas un problème du point de vue du personnel, mais je pense que dans notre zèle, nous avons développé notre contenu de manière significative pour servir principalement nos offres de streaming. Nous en avons demandé beaucoup trop à nos employés en termes de temps et de concentration, bien au-delà de ce qu'ils étaient habitués. Donc en gros, il nous dit ici tout simplement que s'il y a un problème, ça vient surtout du rendement. Nombre de production, de ce qu'il a demandé à ses employés. À aucun moment, il évoque évidemment le côté woke de la force. Citant spécifiquement Marvel Studios, Iger a ensuite déclaré « Marvel est un excellent exemple. Il n'était pas présent dans le secteur de la télévision à un niveau significatif. Non seulement ils ont augmenté leur production cinématographique, mais ils ont fini par réaliser un certain nombre de séries télévisées, et franchement, cela a dilué la concentration et l'attention. Je pense, vous voyez, que les principales causes se situent ici. » Donc en fait, ce qu'il explique là, tout simplement, c'est qu'il y a eu beaucoup trop de productions qui sont sorties dernièrement, à un rythme trop effréné, et en fait, il valide tout simplement sa stratégie de coupe budgétaire, de ralentissement dans le nombre de productions, et dans l'argent qu'il va allouer, justement, à ces fameuses productions. Donc en fait, il ne donne pas d'explication sur les réels échecs, sur le pourquoi du comment, il fait juste une espèce de pirouette, une pantalonnade un petit peu, pour essayer de valider sa stratégie économique. En gros, c'est, oui, le problème, vous voyez, moi je l'ai ciblé, c'est ça, et justement, c'est pour ça que j'y ai répondu ainsi. Concernant, ici, Marvel, c'est pas pour rien qu'il en parle, parce que c'est vrai que certains ont dit qu'il y avait une espèce de lassitude de la part du grand public quant aux productions des super-héros qui sortent actuellement. En revanche, qui pourrait expliquer d'ailleurs le fait, les flops qu'il y a eu dernièrement au box-office, que ce soit Disney, Warner, etc. Vous avez vu notamment dernièrement avec Blue Beetle. En revanche, il faut aussi souligner que certains autres super-héros ont connu des grands succès dernièrement. On l'a vu notamment par exemple avec Spider-Man. Donc en réalité, moi je penche plutôt sur le fait qu'au-delà de peut-être la saturation au niveau des super-héros, le rendement des super-héros qui sont proposés comme ça au grand public, et parfois, certaines fois, des super-héros dont tout le monde se fout, comme Blue Beetle justement, même si une fois de plus c'est Warner, eh bien, au-delà de ça, je pense surtout que c'est la qualité, tout simplement, des productions. Et encore une fois, je reprends certaines phrases qui avaient été sorties dernièrement de la part de Zachary Levi, qui disait lui-même, Shazam, qui disait lui-même qu'il ne se concentrait absolument pas sur les scénarios, qu'il s'en foutait complètement et qu'il produisait uniquement, quelque part, des poubelles comme ça, qui est proposé au public dernièrement concernant les super-héros. Mais il y a une vraie analyse, en fait, à faire là-dessus, une analyse qu'il ne fait pas. Ça, c'est uniquement pour le côté Marvel. Parce qu'évidemment, il ne parle toujours pas des autres productions, qui ont foiré elles aussi. Plus tard, Faber lui a demandé si ces facteurs l'inciteraient à réduire le nombre de projets Marvel publiés. Iger a confirmé, a carrément confirmé, oui, vous vous retirez non seulement pour vous concentrer, mais cela fait également partie de notre initiative de maîtrise des coûts en dépensant moins pour ce que nous produisons et gagner moins. Donc c'est exactement ce que j'étais en train de dire, il dit ça uniquement pour valider sa stratégie économique. Il n'y a pas de vraie analyse qui est faite autour de ces productions. Au moment d'écrire ces lignes, on ne sait pas si la rédaction de Disney entraînera l'annulation de l'un de leurs projets précédemment confirmés à cette fin, même si il est peu probable que les films actuellement en production, tels que Deadpool 3, Thunderbolt ou Captain America Brave New World, soient confrontés au bio. Pour les autres projets qui ne sont pas encore passés par la planche de dessin, il est possible qu'ils soient tout simplement, purement et simplement annulés, nous dit-on ici. Alors effectivement, c'est une possibilité. Il est aussi possible que certaines productions qui sont actuellement en passe d'être complètement finies, notamment on l'avait vu avec Blanche-Neige, puissent d'ailleurs ne pas finalement sortir au grand écran, mais pourraient finir, pourquoi pas, sur la plateforme de streaming Disney+. On n'en sait rien, c'est moi uniquement qui sors cette hypothèse-ci. Tout cela est possible pour essayer effectivement toujours dans cette politique de réduction des coûts et
de réduction de la catastrophe de ce qui est en train de se passer actuellement, surtout chez Disney. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit donc un Bob Iger qui est dans une situation hyper délicate en face des investisseurs, qui essaye de balancer des signaux positifs aux médias, évidemment, puisque c'est son travail en tant que PDG, hein, et qui, à côté, sait très bien qu'il ne peut pas non plus, dans ce qu'il est en train de dire, enfumer complètement l'audience, puisque dans cette audience-ci, il y a les investisseurs. Et on se rend compte en réalité de ce qu'il a dit, c'est-à-dire que la situation actuelle de chez Disney est mauvaise, elle est même très mauvaise. Il explique que ça sera mieux sans doute dans 5 ans, c'est-à-dire à quel point, justement, cette entreprise va mal actuellement. Dans les analyses qu'il donne ici, il ne fait absolument pas la rétrospective de ses vrais échecs, de ses vraies erreurs, notamment l'idéologie woke, hein, qui a été implantée dans chacune des dernières productions Disney, qui leur a valu le désamour du grand public. Ça, absolument pas. Donc on voit qu'il reste arc-bouté sur cette histoire-ci. Les seules analyses qu'il tente de faire sont celles qui lui permettent de valider ses stratégies économiques. On est toujours face à un Bob Iger qui, dans cette situation, est froid, hyper froid, qui continue en fait son entreprise de licenciement et de restructuration, disait-il, de l'entreprise, qui n'est pas du tout tourné vers le divertissement, pas du tout tourné vers le grand public. Il n'y a aucun message réel, positif, hein, qui est envoyé actuellement pour les consommateurs, hein, puisque, au contraire, même, j'ai presque envie de dire, parce qu'il nous dit que donc les productions qui vont sortir, il y en aura moins, et qu'en plus, il donnera moins d'argent à ces productions prochainement. Donc, on n'est pas vraiment sur un message hyper positif, où on pourrait se dire, ah bah c'est génial, non seulement, on pourrait se dire, tu vois, s'il disait, il y aura moins de production, par contre, on va blinder ces productions-là, vraiment pour que ça fonctionne, on va mettre des équipes vraiment capables dessus, on va faire des analyses de public, hein, pour voir ce que justement notre public pense, ce qui s'est passé dernièrement, et on va réagir pour essayer de faire des productions qui collent avec ce que le public demande. Là, s'il avait dit ça, on serait sur un message complètement positif. Ici, c'est pas du tout le cas. Pas du tout le cas. D'ailleurs, Bob Iger, lui, il a ces fameuses analyses, hein, qui lui tombent, forcément. Il a des gens qui travaillent pour ça et qui lui disent pourquoi le grand public, actuellement, n'est pas en adéquation, n'adhère pas avec les productions qui sont sorties. Le fait qu'il n'en parle pas, le fait qu'il n'esquisse même pas une explication, un début d'explication, un début de mots pour expliquer les flops dernièrement de certaines productions, notamment La Petite Sirène ou Peter Pan, comme je l'ai dit, hein, ou alors La Maison Hantée, le fait qu'il n'en parle même pas, qu'il n'essaye même pas d'en parler, c'est quand même assez édifiant. Une fois de plus, c'est-à-dire il reste vraiment complètement bloqué dans son idéologie, il ne veut pas en sortir, et il ne veut pas rentrer sur le terrain, justement, de ces explications-là. D'ailleurs, il n'évoque même pas la polémique qu'il y a autour, actuellement, de Blanche-Neige. Et là aussi, quand on voit ce qui est en train de se passer, c'est quand même assez significatif, assez édifiant. Il se planque quelque part, on a l'impression. Il reste vraiment arc-bouté sur sa stratégie économique, dans une froideur totale, et avec un oubli complet des consommateurs, du grand public, des fans, du divertissement, de ce qu'on pourrait attendre, de toute façon, en fait, en réalité, hein, d'une maison comme celle-ci, qu'est la maison aux grandes oreilles, qu'est Disney. Bref. Vous voyez, plein de déclarations qui sont quand même vachement intéressantes, hein, qui valident les analyses qu'on avait pu faire ensemble, justement, dans les précédentes vidéos. Des hypothèses comme ça que j'avais sorties lorsqu'il parlait du pôle créatif. Et bien, effectivement, maintenant, on se rend compte qu'il parle spécifiquement, uniquement de l'aspect économique, hein, non pas de la créativité qu'il pourrait y avoir, justement, dans les prochaines productions. Donc, tout cela, évidemment, est fort intéressant. On va continuer de suivre cette affaire, puisque la situation, visiblement, n'est pas faite pour s'améliorer, surtout en vue des prochaines productions qui vont sortir. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon tweet, non pas mon Twitter, mon XOR. On avait dit, ah, le XOR. Non, de l'espace. Je sais plus où j'en suis avec mes conneries, putain. Mon Facebook et le Discord de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde, des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours, à la John Spartan, paix, félicité. J'avais plein de petits sujets comme ça que je voulais vous filer là cette semaine, mais je suis charrette. J'ai du travail jusque là. J'essaie d'en sortir comme ça. Je suis un petit peu comme Bob Iger, tu vois. Je suis comme ça, tu vois. Je sors à peine les yeux, le nez de l'eau, comme ça, je respire un petit peu, et dans cette respiration, je fais une petite vidéo, une petite bulle d'oxygène pour partager avec vous. Bref, et que la force soit avec vous.